Bonjour à nos invités et à tous ceux qui nous assistent. Je m'appelle Otávio Dias, je suis un journaliste et je travaille à la Fondation Fernando Henrique Cardoso avec M. Sergio Fausto, qui m'a demandé de les représenter aujourd'hui. Malheureusement, un grand ami de Sergio est décédé et il avait besoin d'être présent à ses obsèques et proche de sa famille. Donc, je vais substituer Serge Faust aujourd'hui. Je demande aussi la permission de vous montrer la liste des entreprises qui soutiennent notre programme annuel de webinaires. Notre sujet aujourd'hui, ce sont les élections françaises, leurs impacts sur la France elle-même, sur l'Union européenne et sur le monde, surtout à un moment très grave où il y a une guerre en Europe. Nous allons accueillir le monsieur Dominique Régnier, professeur à Sciences Po, qui travaille sur l'opinion publique française et européenne, les grands enjeux de la société, politique, économique et sociaux et le populisme. Pour parler avec lui, nous invitons deux Brésiliens qui aiment la France et la connaissent très bien. Tatiana Roque, mathématicienne et philosophe, elle est professeure à l'Université fédérale de Rio de Janeiro et coordinatrice du Forum Sciences et Culture. Et Octavio de Barros, économiste et la vice-présidente de la Chambre de commerce France-Brésil, qui est aussi, qui a nous aidé à organiser cette rencontre aujourd'hui. Il est fondateur du think tank República do Amanhã. Mon rôle aujourd'hui sera modeste, surtout de sélectionner quelques questions du public qui peuvent être transmises via le chat. Em português, eu peço desculpas aí à plateia, porque certamente eu não poderei fazer todas as perguntas, né? Nós já temos aí dois entrevistadores, mas nós temos apenas 1h30 para conversar aqui. Mas nós vamos selecionar algumas, aquelas que várias pessoas fizerem, vamos agrupar e vamos colocar algumas questões no final do nosso encontro. Professeur Régnier, vous avez environ 20 minutes pour faire votre exposition initiale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Octavio Dias. Merci pour votre invitation à échanger avec vous à propos de cette élection française. Bien sûr, je salue mes amis présents, en particulier Octavio de Barros, qui est non seulement un ami, mais aussi avec República do Amanhã, un partenaire de la Fondation pour l'innovation politique que je dirige par ailleurs. Alors, je vais peut-être en quelques minutes vous présenter une situation qui est un peu compliquée. Elle n'est pas simple politiquement, mais elle n'est pas difficile à décrire. Peut-être, si vous me permettez, je voudrais remonter un tout petit peu en arrière et partir de l'élection présidentielle précédente, celle de 2017, dont vous connaissez bien la nature. J'avais eu le plaisir d'ailleurs d'en parler à ce moment-là, à São Paulo d'ailleurs. J'avais le plaisir d'en parler avec votre fondation en compagnie d'Octavio et de República do Amanhã. J'en ai un grand souvenir, magnifique. Et à l'époque, on disait notre étonnement devant cet extraordinaire événement pour la politique française qu'a été l'élection d'Emmanuel Macron, qui, comme vous le savez, est une sorte de comète qui est arrivée dans le ciel politique français, venue presque de nulle part, à un moment où les partis de gouvernement, à droite comme à gauche, se sont trouvés dans des difficultés considérables, n'étant plus capables de mobiliser des électorats importants, n'étant plus capables de choisir des leaders populaires et se trouvant dans un cycle historique marqué par le rejet de ces organisations politiques classiques, le désintérêt aussi de la part des électeurs. Et en 2017,
la droite de gouvernement, les Républicains avec François Fillon, la gauche de gouvernement, les socialistes avec Benoît Hamon, ont été, et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, ont été ensemble éliminés du second tour de l'élection présidentielle. C'est ainsi que, au cours de cette élection totalement inédite, on a vu un second tour entre le jeune Emmanuel Macron, qui n'avait jamais été candidat, jamais été élu, et Marine Le Pen, candidate du parti populiste à l'époque, le Front National, dans un face-à-face étonnant, assez largement remporté par Emmanuel Macron au second tour. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron obtient dans la foulée, ce qui était un deuxième exploit, obtient une majorité parlementaire pour lui, avec un parti qui n'existe pas encore, La République En Marche, qui est une association à ce moment-là et qui n'a pas d'élus, pas de représentants, qui a au fond un seul élu, c'est Emmanuel Macron, qui est à la fois le seul élu et son mandat, c'est le président de la République française. Donc c'est une situation tout à fait étonnante qui nous a tous fascinés, une histoire unique. Et mon sentiment à ce moment-là, j'avais fait un article dans Le Monde pour expliquer ça, mon sentiment à ce moment-là, c'est qu'Emmanuel Macron est à la fois un vainqueur et un survivant. C'est un vainqueur parce qu'il a passé le premier tour avec 24%, parce qu'il a gagné au second tour avec 66% contre Marine Le Pen, parce qu'il a fondé un nouveau parti, La République En Marche, et qu'il va gagner les législatives en juin 2017. Mais c'est aussi un survivant, c'est-à-dire un représentant de la politique rationnelle, de la politique modérée, de la politique de compromis, un survivant au milieu d'une élection 2017 qui a vu une explosion des forces populistes. Il y avait au premier tour, en 2017, Marine Le Pen. Elle a réuni plus de 21% des suffrages exprimés. Il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon, un populisme de gauche, qui a réuni à l'époque un peu plus de 19% des suffrages exprimés. Et quand on faisait le total des voix populistes, de gauche et de droite, en 2017, on approchait les 50% des suffrages exprimés. C'était tout à fait extraordinaire et c'était le record, évidemment, c'était le record depuis la première élection présidentielle en 1965. Le record est de très loin, de très loin. Pendant 5 ans, Emmanuel Macron a été confronté à des crises importantes, difficiles, notamment les Gilets jaunes, qui sont devenus, je crois, assez célèbres dans le monde démocratique, mais aussi partout, et au Brésil aussi, comme en France, nous avons souffert de la pandémie. Et puis maintenant, la crise internationale, Octave Diès, vous y faisiez référence, c'est une crise qui compte évidemment partout, et beaucoup en Europe et beaucoup en France. Et 5 ans après la victoire d'Emmanuel Macron, ce qui est extraordinaire et qui n'était pas nécessairement attendu, c'est de voir que ce survivant qu'était Emmanuel Macron, seul candidat modéré, raisonnable, adepte du compromis, au milieu d'une agitation populiste électorale en 2017, eh bien, n'a pas été, au fond, accompagné, lorsqu'il a pris le pouvoir, par une reconstruction des partis modérés. Rien ne s'est reconstruit depuis 2017 sur le plan politique. Je veux dire par là que
à part La République en marche, qui a pris le pouvoir grâce à Emmanuel Macron et grâce aux électeurs qui ont voté pour lui en 2017, à gauche, le Parti socialiste, à droite, les Républicains, n'ont pas été capables de reconstruire, dans une opposition raisonnable, de reconstruire une force politique capable d'intéresser les électeurs, capable de proposer des alternatives, capable de mobiliser dans une campagne électorale de haut niveau un débat de qualité. C'est spectaculaire. On ne s'en est pas aperçu tout de suite parce qu'il y a eu les élections municipales de 2020, les élections régionales de 2021. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais simplement vous dire que les élections municipales de 2020, en pleine pandémie Covid, les élections régionales de 2021, en sortie de confinement, ont été dominées par la réélection des pouvoirs locaux qui étaient en place. Et ces pouvoirs locaux, les villes, les régions, ces pouvoirs locaux qui étaient en place étaient tenus soit par des élus socialistes, soit par des élus des républicains, de la droite. Et donc, ils ont été tous réélus pratiquement. Et donc, il y a eu un effet trompeur. Certains ont pensé que les vieux partis de gouvernement, socialistes, républicains, à gauche, à droite, les vieux partis de gouvernement étaient en train de revenir. En fait, ils n'étaient pas en train de revenir, ils étaient juste en train de survivre, de vivre encore, mais sans se développer, sans avoir de principe de force, de puissance, de vitalité. Simple, au fond, rentier, je dirais, d'une situation héritée du passé. Et ça n'a pas, cette victoire des partis classiques, socialistes et républicains à droite, cette victoire des partis classiques s'est accompagnée d'une défaite de la République en marche qui n'a pas réussi à avoir d'élus locaux, qui n'a pas réussi à avoir des maires, qui n'a pas réussi à avoir des régions. Et donc, on a eu un peu le sentiment que le paysage politique était en train de redevenir, entre guillemets, normal, comme avant, familier. Mais il y avait un petit signal quand même qui aurait dû nous intéresser un peu plus. Lors des élections européennes de 2019, tous les partis de gouvernement, à droite et à gauche, font un très mauvais score. Les socialistes font un mauvais score, les républicains font un mauvais score. On est en juin 2019, donc avant les élections locales. Et il y a deux partis qui dominent les élections européennes françaises, c'est En Marche et le Rassemblement national. Ça, il y a quelque chose qui aurait dû faire réfléchir davantage. Au fond, au niveau local, les partis de droite et de gauche gardent une assise, une installation des forces. Au niveau national, ils n'ont plus rien. La République en marche, le Rassemblement national, c'est l'inverse. Au niveau national, ils ont des forces électorales, et la République en marche a même le président, mais au niveau local, ils n'ont rien. C'est étrange, ça ne s'est jamais passé. Et nous sommes comme ça arrivés à l'élection présidentielle de 2022. Et le premier tour vient d'avoir lieu, comme vous le savez. Et ce qui est frappant, c'est que non seulement ces anciens partis de gouvernement que sont le Parti socialiste et les Républicains ne se sont pas reconstruits, mais ils ont fini, au fond, de s'effondrer. Je ne veux pas abuser de chiffres parce que c'est parfois difficile d'écouter des chiffres, mais il faut bien se représenter que en 2012, je ne veux pas en faire trop comme ça, hein, mais juste pour vous donner une idée, en 2012, il y a au premier tour, pour la droite, Nicolas Sarkozy, qui cherche à être réélu. Et il y a, pour le Parti socialiste, François Hollande, qui va devenir président. Au premier tour, le total
des suffrages qui se portent sur François Hollande plus Nicolas Sarkozy égale 57% de tous les suffrages. En 2017, le total des suffrages qui se portent sur le candidat du PS, Benoît Hamon, en plus qui a le soutien d'Europe Écologie Les Verts, et du candidat de la droite, François Fillon, ce total fait 26%. On passe de 57% à 26%. En 2022, le total des suffrages qui se portent sur Anne Hidalgo et sur Valérie Pécresse est autour de 6%. On est passé de 57% à 6% pour le total des grands partis de gouvernement en 10 ans. 57%, 6%. C'est une quasi-disparition. Et comme vous le savez, peut-être, je me permets de le préciser, car je sais que vous êtes non seulement des amis, mais des connaisseurs de la France. Comme vous le savez sans doute, il y a une règle en France qui est assez classique, mais enfin, elle existe aussi en France. En dessous de 5% des suffrages exprimés, l'État ne rembourse pas les frais de campagne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement le Parti socialiste est écrasé, puisqu'il n'atteint pas 2%, non seulement les républicains sont humiliés, puisqu'ils n'atteignent pas 5%, mais les deux sont désormais quasiment ruinés, puisqu'ils ne seront pas remboursés de leurs dépenses de campagne. Et en particulier du côté des Républicains, les dépenses ont été élevées. Donc c'est une situation extraordinairement impressionnante. Et nous avons au premier tour un président sortant, Emmanuel Macron, qui dépasse les 27%, donc qui progresse par rapport à son score électoral de 2017, le premier tour. Emmanuel Macron était à 24%, il dépasse 27% en 2022, 27,6%. Puis nous avons en deuxième position Marine Le Pen à 23, plus de 23%, 23,2% je crois, plus de 23%. Donc elle progresse de 2 points par rapport à 2017. Mais attention, parce que si on veut bien raisonner, il faut ajouter Éric Zemmour, qui n'était pas là en 2017, qui est un candidat qu'on peut qualifier de droite populiste, extrême droite, c'est un sujet compliqué, mais en gros, qui se situe dans le même environnement idéologique que Marine Le Pen, qui fait plus de 7%. Et donc, si on fait le total, on est pratiquement à 29%. On peut ajouter Nicolas Dupont-Aignan et on voit que la droite extrême en France représente à la présidentielle un tiers des électeurs au premier tour. On est passé de 27%, si je fais le total en 2017, de tous les candidats d'extrême droite, on est passé de 27% en 2017 à 33% en 2022. C'est une situation évidemment exceptionnelle, puisque le précédent résultat était déjà exceptionnel. Donc, c'est encore plus impressionnant, d'une part. Ça, c'est un premier point. Ensuite, si je regarde le score de la gauche populiste, Jean-Luc Mélenchon, au premier tour, il est passé de 19% en 2017 à plus de 22% en 2022. Il a même été question, à un moment donné, qu'il soit au second tour face à Emmanuel Macron. Donc, il n'y est pas, mais il fait 22%. Et si je fais le total de tous les suffrages, de tous les votes qui ont soutenu un candidat populiste, en 2022, j'arrive à un chiffre qui est encore plus impressionnant qu'en 2017. En 2017, au premier tour,
48% des électeurs avaient voté en 2017, 48% des électeurs avaient voté pour un candidat populiste. En 2022, c'est plus de 55%. C'est plus de 55%. Et donc, nous avons plus de 55%, 55,6%, quelque chose comme ça. Nous avons plus de 55% des électeurs qui, au premier tour, ont voté pour un candidat populiste. Je voudrais faire une petite remarque complémentaire, parce que ça donnera une idée de la situation électorale française aujourd'hui. Si j'ajoute, plutôt si je prends en compte, parce que c'est un calcul qu'il faut faire, mais je ne veux pas vous embêter avec les détails, si je prends en compte les votes populistes au premier tour en 2022, le vote blanc et l'abstention, je réunis 67% des électeurs français. 67% des électeurs français se sont abstenus, ou bien ont voté blanc, ou bien ont voté pour un parti populiste. Donc, c'est un chiffre très supérieur au record qui était celui de 2017, où nous avions 61%, c'était déjà un record historique. Là, nous sommes à 67%, et donc nous avons une situation de premier tour qui se caractérise par, je dirais, le constat suivant. Nous avons un candidat, une sorte de, comme pour les archipels, si vous voulez, c'est une sorte d'îlot, une île avec un sommet modéré, rationnel, qui est le macronisme. Alors, avec son score de 27,6%, quelques petits alliés, des petits alliés. Valérie Pécresse, qui appelle à voter Macron, fait 4,7%. Le candidat écologiste qui appelle à voter Macron fait 4,2%. Le candidat socialiste qui appelle à voter Macron ne fait pas 2%. Le candidat communiste, enfin, qui appelle à voter Macron, n'atteint pas 3%. Donc, ce sont des petits soutiens qui ont appelé à voter Macron. Ça ne veut pas dire que les électeurs vont les suivre, mais c'est des petits soutiens. Du côté de Marine Le Pen, il y a Éric Zemmour qui appelle à voter Marine Le Pen, et tous ces électeurs vont voter pour Marine Le Pen. Il y a Nicolas Dupont-Aignan qui, pour la deuxième fois après 2017, appelle à voter pour Marine Le Pen. Et puis, il y a des candidats, des représentants de la droite de gouvernement qui appellent à voter Macron, d'autres qui appellent à voter Le Pen, ou qui appellent à voter blanc, ou qui laissent les électeurs libres. Nous n'avons plus, par rapport à 2017, nous n'avons plus, ça ne fonctionne plus, nous n'avons plus ce mécanisme, cet élan collectif, comme en 2002, visant à alerter le public, alerter l'opinion sur le risque d'une élection de Marine Le Pen. Ça ne marche plus, ça ne marche pas assez en tout cas. Finalement, le macronisme est devenu, 5 ans après son triomphe, le macronisme est devenu une sorte d'îlot solitaire, entouré par une mer agitée de protestations. Et ce qui est préoccupant pour le second tour, c'est qu'on voit bien, on l'a beaucoup étudié avec la Fondation pour l'innovation politique dont j'ai la charge, on a beaucoup de documents en français et en anglais sur notre site sur ces sujets-là. On voit bien comment, par la disparition des partis politiques, dans un pays, la France, où les syndicats sont très faibles, où les médias classiques, les médias professionnels, télé, radio, presse, sont très critiqués, suscitent la défiance, ne sont pas fortement soutenus dans l'opinion, où l'on préfère largement les médias sociaux, les applications téléphoniques, cette espèce de rapport direct entre citoyens. Eh bien, lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a une opposition,
un mécontentement. Il ne s'exprime plus à travers les députés, à travers les syndicats, il ne s'exprime plus à travers les médias, il s'exprime à travers les réseaux sociaux, dans la rue et violemment. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé avec les mouvements qui ont existé ailleurs, mais en France, ils ont été forts, les mouvements liés à la pandémie, les anti-vax contre le vaccin, les anti-passes contre le contrôle du pass sanitaire pour vérifier que l'on est bien vacciné pour aller quelque part, etc. Des mouvements qui sont à la fois relativement minoritaires, mais qui suscitent une sympathie qui peut être majoritaire. Eh bien, ces mouvements-là, les anti-vax, les anti-passes, les gilets jaunes, au fond, ont trouvé une sortie politique en 2022 dans le vote populiste et se sont mis à concentrer leur vote sur des candidats populistes, principalement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Le candidat communiste a été abandonné. L'extrême gauche, les deux candidats trotskistes que nous avons en France traditionnellement, comme dans un musée des idées, nous avons toujours nos deux candidats trotskistes à la présidentielle. Les deux candidats trotskistes ont fait ensemble 1,5% à peine, donc c'est une disparition, une évaporation. Il y a eu une sorte de, si vous me permettez l'expression qui est un peu incohérente, un vote utile protestataire à gauche en faveur de Mélenchon, pour lui donner le plus de chances d'aller au second tour et de battre Emmanuel Macron. Et ce vote utile de gauche, il est alimenté notamment par la protestation sociale anomique, inorganique, chaotique, sans représentation partisane ni syndicale, sans structuration, une sorte de spontanéisme plutôt violent, très protestataire. Et à droite, il y a eu presque le même vote utile protestataire au détriment d'Éric Zemmour, qui espérait, lui, aspirer le vote de droite, des droites d'ailleurs, à son profit. Ça ne s'est pas passé. C'est plutôt Marine Le Pen qui en a profité, atteignant un score record pour sa troisième candidature, presque 24%. Elle avait fait 17% en 2012, 21,5% en 2017, pratiquement 14% en 2022. Mais comme je vous l'ai dit, 14%, il ne faut pas oublier les 7% d'Éric Zemmour. Probablement qu'elle se serait trouvée autour de 30% si Éric Zemmour n'était pas rentré dans le jeu. Donc, c'est véritablement une protestation de droite puissante, une protestation de gauche affermie autour de l'excellente campagne, il faut bien le reconnaître, menée par Jean-Luc Mélenchon d'un côté et de l'autre Marine Le Pen. Et face à eux deux, le président, qui est le candidat, qui n'est plus comme en 2017, ce candidat en quelque sorte immaculé, pur, qui est hors système, qui n'est pas élu, qui n'a pas vraiment gouverné, un peu, il a été un peu ministre, mais on ne le voit pas bien, qui peut, dans le débat avec Marine Le Pen en 2017, affronter quelqu'un qui n'a pas de bilan, Marine Le Pen, qui elle-même est face à quelqu'un qui n'a pas non plus de bilan gouvernemental. Là, 5 ans plus tard, nous sommes avec un président, Emmanuel Macron, qui a gouverné pendant 5 ans et à qui il va être facile de reprocher tout ce qui a été difficile pendant 5 ans. Donc, ce n'est plus un hors-système, Emmanuel Macron, il est devenu le garant du système. Et même, comme il y a, c'était déjà le cas avant le premier tour, mais comme il y a depuis le premier tour toute une série d'appels à voter Macron, aujourd'hui Nicolas Sarkozy, aujourd'hui Lionel Jospin,
demain, j'imagine, demain François Hollande, la gauche, la droite, les anciens ministres, les anciens premiers ministres, les anciens présidents appellent à voter Macron. Il est devenu le système. En 5 ans, il est devenu le système. Et en 5 ans, Marine Le Pen est restée parfaitement anti-système. Elle est la figure de l'antisystème, il est la figure du système, mais c'est la deuxième rencontre. Et donc, il y a une sorte de magie qui a disparu du côté d'Emmanuel Macron. C'est le caractère âpre du pouvoir, le caractère ingrat du gouvernement. Évidemment, c'est difficile, ça épuise, ça désenchante, sans aucun doute. Et donc, c'est une situation qui m'apparaît comme beaucoup plus incertaine, je dirais, que celle de 2017. Peut-être, je peux en rester là pour le moment, si vous êtes d'accord, pour qu'on puisse échanger, parce que je ne voudrais pas abuser du temps de présentation et vous empêcher de poser des questions qui vous semblent utiles. Parfait, merci, professeur Renier. Avant de passer la parole à Octavio de Barros, je voulais m'excuser de ne pas l'avoir mentionné au début, la présence de Pedro Antônio Gouveia Vieira, président de la Chambre de commerce France-Brésil, qui a soutenu cet événement. Donc, bienvenue, Pedro. Et bon, maintenant, c'est Octavio de Barros qui va faire la première question, s'il vous plaît. Mon cher ami Dominique Régnier, partenaire de longue date, j'ai plusieurs questions. Je pense que je vais commencer avec une petite et après, j'ai quelques questions. Tatiana Rock aussi, il y a quelques questions. Quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est le fait que la droite républicaine, je ne parle pas de l'extrême droite classique française, elle s'est éloignée complètement de Macron pendant son mandat, son premier mandat. On ne sait pas s'il va avoir un deuxième. Mais c'est quand même bizarre parce qu'à la limite, Macron, il représente un peu la pensée, un peu chiracienne, la pensée de la droite avec... une fois, tu m'as raconté que tu penses que Chirac était un homme de droite, mais aussi de gauche, en quelque sorte, en même temps comme Emmanuel Macron, en fait. Donc, la question que on va savoir, ton opinion, c'est pourquoi de personnages comme Bertrand, Pécresse, Barnier, Sarkozy, d'autres ne sont pas alignés à Macron pendant son mandat, le premier mandat, on dit comme ça. Je demandais cette question à quelques amis ici en France et quelques-uns m'ont proposé la réponse suivante. C'est l'idée de Freud, hein, c'est les narcissismes de petites différences. Chacun ne regarde que sa boutique. Donc, il y avait, c'est pas compréhensible pour un étranger pourquoi la droite n'était pas tout le temps à côté d'Emmanuel Macron. Donc, comme tu disais tout à l'heure, maintenant, toute la droite, même une grosse partie de la gauche, sont en train de soutenir Macron pour le deuxième tour. Mais pourquoi ils n'ont pas fait avant? Tu avais proposé au début de ta présentation que rien n'a été construit à partir de 2017. Donc, c'est une réponse, mais pourquoi ce genre de réaction de la droite républicaine? Alors, cher Octavio, pour réagir plutôt à ta question, il y a eu deux types de comportements de la part de la droite républicaine. Aucun n'a été vraiment pensé, ça a été un peu spontané, puisque tout le monde a été surpris par l'élection d'Emmanuel Macron, sauf les macronistes de la première heure. Mais les macronistes de la première heure, ils ne savaient pas que Macron serait élu, ils l'espéraient.
Et comme il a été élu, ils ont eu l'impression qu'il l'avait deviné. C'est un peu, je les compare aux premiers chrétiens. Il y a eu deux types de comportements. Il y a eu des ralliements individuels. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ont rejoint Emmanuel Macron, sont devenus des ministres importants. Édouard Philippe vient des Républicains, il a été le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron, et Jean Castex, qui vient des Républicains, est l'actuel et second Premier ministre d'Emmanuel Macron. On pourrait continuer la liste, je ne vais pas le faire. Il y a eu des ralliements individuels. Et certains ont même fondé, à partir de leur sécession, ont même fondé des mouvements de droite alliés à la République en marche, comme par exemple le parti Agir, qui est un parti issu de la droite, LR, et qui a rejoint le macronisme dès le départ. Alors, ce n'est pas une stratégie, ce sont des ralliements, et puis ils ont essayé avec des élus de fabriquer quelque chose. C'est quand même improvisé, bricolé, c'est normal parce que la surprise en 2017 a été considérable. Et puis de l'autre côté, il y a les LR qui, c'est très curieux parce que comme déjà en 2017, alors qu'ils auraient dû comprendre avant 2017 qu'il fallait changer profondément leur façon de faire de la politique, bon, ça c'est comme ça arrive souvent dans les organisations, on n'anticipe pas la nécessité de se transformer radicalement. Chez les LR, on est comme au PS, on est convaincu que les dysfonctionnements sont des anomalies qui vont disparaître et que les élections suivantes vont annoncer le retour d'une époque familière. C'est très curieux. C'est très curieux. Il n'y a aucune raison de penser ça. L'histoire ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est une espèce d'attente. Je pense que c'est une position de ce qu'on appelle le cartel party, le parti cartel qui vit de sa rente et qui n'imagine pas que sa rente puisse s'épuiser. Et donc, c'est les LR, en tant que parti, quand Emmanuel Macron a été président, ils ont été persuadés que c'était une exception, un accident, une erreur, quelque chose qui n'avait pas été voulu, qui était le fruit du hasard, et qu'ils allaient retrouver leur position, d'autant plus que les LR, à la différence du PS, conservaient et conservent toujours la majorité au Sénat. Et donc, ils se sont dit, ça va passer, on va renaître, on va trouver un bon champion et on va renaître en 2022. Ils ont attendu, je pourrais continuer la métaphore religieuse, ils ont attendu leur Messie. Il s'est appelé Nicolas Sarkozy, puis François Baroin, mais aucun n'a pu venir ou aucun n'a voulu revenir. Revenir, ça n'a pas été possible. Et ils se sont retrouvés en catastrophe, sans programme, sans leader, privés de champions, à organiser in extremis une primaire qui les a amenés de façon honorable, mais avec des résultats désormais connus comme étant mauvais, à choisir une candidate pour la première fois, Valérie Pécresse, qui n'a pas démérité, qui a été une candidate honorable, modérée, rationnelle, mais dont les électeurs ont été aspirés par, je dirais, une triple tentation. Certains, les moins nombreux, chez Marine Le Pen, d'autres, plus nombreux, chez Éric Zemmour, et d'autres, plus nombreux encore, chez Emmanuel Macron, au fond, y retrouvant assez largement sa conception de la politique. Et puis j'ajouterai que le rôle
de Nicolas Sarkozy depuis 2017 est très clairement un soutien à Emmanuel Macron, incessant, constant. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'a pas voulu soutenir la candidate de son ancien parti, les LR. Il n'a jamais prononcé la phrase espérée par Valérie Pécresse d'appel à voter pour elle. Donc, la droite, elle a au fond commis beaucoup trop d'erreurs. Elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas pris le temps, après 2017, de réfléchir à une stratégie, à une reconstruction, ralliement ou opposition. Elle a fait un peu les deux, des ralliements, une opposition. Et l'opposition, elle ne s'est pas dit, si on s'oppose, il faut créer un nouveau parti, avoir de nouveaux chefs, un nouveau programme, un nouveau discours. Elle s'est dit, si on s'oppose, on garde le même parti, on garde les mêmes chefs et on attend 2022 pour retrouver le pouvoir. Donc tout ça a été, de certaine manière, le fruit d'une classe politique, c'est pareil à gauche, hein, le fruit d'une classe politique qui n'a... c'est une affaire de génération, et je termine là parce que je ne veux pas être trop long, mais c'est une question importante que tu poses. C'est le fruit d'une génération qui est née dans la politique à succès. Ils n'ont pas fondé la droite, ils n'ont pas fondé la gauche. Ils ont connu avec la droite pour les uns, avec la gauche pour les autres, la victoire parlementaire, la victoire à la présidence. Ils étaient dans ces entourages-là et ils ont eu le sentiment que c'était la nature des choses et qu'ils allaient nécessairement se retrouver majoritaires un jour, président sans doute. Et donc, ils n'ont pas, comme doit l'avoir par exemple un entrepreneur, ils n'ont pas posé la question de la refondation de leur manière d'être et de faire pour survivre au changement d'époque. Merci beaucoup. Maintenant, Tatiana, vous pouvez aller maintenant. Bonjour, merci Dominique Régnier pour cette analyse qui est très importante pour nous parce que malgré les différences, ça nous aide aussi à comprendre ce qui se passe ici. Et nous sommes inquiets en fait parce que nous allons avoir des élections bientôt. Et donc j'aime beaucoup j'ai lu la recherche publiée sur votre site sur une présidentielle en crise. Et je ne sais pas, il y a un micro qui est allumé là. Je ne sais pas. Ah oui. Pardon. Et donc, j'ai lu donc cette recherche et je trouve très intéressant ce concept de vote protestataire et en même temps assez alarmant que ça atteint presque la moitié des électeurs français, comme vous dites. Et donc, je voudrais explorer un peu plus les rapports entre ces votes protestateurs et l'état actuel de nos démocraties, avec des concepts, par exemple, comme on voit chez Pierre-Rosan Vallon, quand il parle on vit maintenant une démocratie qui est plutôt une démocratie de rejet qu'une démocratie de projet. Donc, les concepts de contre-démocratie, qui on travaille depuis un certain moment, et plusieurs auteurs en parlent, en fait, que la démocratie vit vraiment une crise très profonde, et cela donne lieu justement à ces comportements des rejets, des refus, des protestations, et les votes fonctionnent. On a même une expression que j'ai lue chez quelqu'un, je ne me souviens plus qui est faire de l'urne une arme. Et donc, on voit ça assez nettement aussi au Brésil, avec un président qui essaye toujours de gouverner tout en faisant comme s'il ne gouvernait pas, justement pour qu'il ne tombe pas dans ces pièges dont vous avez parlé, qui peut-être Macron a tombé, qui est de paraître aux électeurs comme quelqu'un qui fait partie du système. Et est-ce que vraiment des candidats qui se présentent aux électeurs comme partie du système, ils ont moins de chances à l'heure actuelle que des candidats anti-système, et c'est même à cause de ça qu'on peut comprendre pourquoi Macron était si fort et maintenant est moins fort qu'à la dernière présidentielle. Merci beaucoup, Tatiana. Merci vraiment. C'est une question clé. Je voudrais vous dire pourquoi et qui nous est commune au Brésil et à la France. Si je repars de votre référence initiale,
démocratie de projet, démocratie de rejet, que vous aviez associé au travail de Pierre Rosanvallon. Moi, je le dis dans d'autres termes, mais c'est la même idée. Nous sommes dans des démocraties de destitution et non plus dans des démocraties d'élection. On n'installe plus, on destitue. Et c'est lié, mais ça me va très bien, démocratie de rejet, démocratie de projet, parce que ça dit quelque chose de très important. Et là, je le dis en réfléchissant avec vous, en partageant comme ça, parce que l'expérience brésilienne serait à comparer dans le détail à l'expérience française. Mais donc, ce que je veux dire là, c'est du point de vue français. Je ne sais pas si ça va résonner comme quelque chose qui vous apparaît pertinent du point de vue brésilien, mais c'est l'idée que nous avons un problème démocratique qui est aggravé par un choix institutionnel. Le problème démocratique, c'est-à-dire un problème qui est inhérent au système démocratique. Le problème démocratique, il est que, il me semble, c'est une remarque théorique, générale, mais elle me paraît importante, il me semble que dans l'idée démocratique, c'est-à-dire, pour faire simple, le peuple est appelé régulièrement à désigner ses représentants, ses chefs, à décider de son destin, cette formule politique suppose ou bien qu'il y a plutôt des décisions agréables à prendre, et nous avons de l'adhésion, ou bien que les peuples sont des peuples de demi-dieux, dont la vertu permet d'accepter des décisions désagréables. Par exemple, en France, c'est vraiment français, en France, nous avons un problème massif de dépenses publiques, de déficit public. Nous avons plus de 110% de dette sur PIB, principalement empruntée sur les marchés financiers, à la différence de nos voisins italiens où l'État emprunte aux Italiens. Donc, nous avons un sujet considérable d'excédent de dépenses. Il est très difficile, je ne sais même pas s'il est possible, d'obtenir le consentement des Français sur une politique de réduction de la dépense publique ou sur une politique d'augmentation de la fiscalité. Je ne sais pas comment on peut obtenir un consensus sur une décision pareille. C'est une espèce d'impasse sur laquelle il faudrait réfléchir davantage, démocratique. Je crois que ce problème se pose dans toutes les démocraties. Il y a des décisions difficiles à prendre. Il est difficile de les prendre en obtenant le consentement du peuple. C'est peut-être pas impossible, mais c'est difficile. Et j'ajoute, c'était mon deuxième élément, à l'intérieur du monde démocratique, il y a des choix institutionnels qui rendent presque impossible ces décisions difficiles. Nous, les Français, à mon avis, nous sommes concernés, peut-être vous aussi les Brésiliens, mais ça, je ne sais pas. Nous, les Français, nous sommes concernés parce que nous avons cette élection présidentielle, je sais que vous l'avez aussi, mais je ne sais pas si on a les mêmes mécanismes dans le détail. L'élection présidentielle française, qui revient à choisir une personne directement par les 49 millions d'électeurs, ne permet pas d'espérer être majoritaire si on annonce un programme raisonnable, responsable, parce que vous êtes concurrencé presque immédiatement par des candidatures démagogiques qui expliquent avec beaucoup d'efficacité que ce que dit le candidat modéré est un mensonge, qu'il y a de l'argent, que l'on peut le trouver et qu'en réalité, ce ne sont pas des efforts qu'il faut demander, mais
des richesses supplémentaires qu'il faut distribuer. Ça, c'est la situation française. Et en 2017, il y avait Emmanuel Macron qui parlait de manière raisonnable. On pouvait ne pas aimer, mais il parlait de manière raisonnable. Il y avait François Fillon. Il y avait aussi, je trouve, Benoît Hamon, avec son style, sa particularité, mais qui proposait des choses raisonnables. On pouvait ne pas être d'accord. C'était raisonnable. En 2022, il n'y a plus qu'Emmanuel Macron que l'on entend. Les autres sont devenus des candidats microscopiques, même des LR, même du PS. Et ce que l'on entend bruyamment sont des candidats qui promettent ce qui n'est pas possible. Et là, nous avons en France ce que je considère, moi, comme être un facteur d'impossibilité qui est l'élection présidentielle au suffrage universel. Alors, je ne suis pas, pour ma part, je ne recommanderai pas la suppression du suffrage universel, mais je recommanderai la suppression de l'élection présidentielle. Ça n'est pas le sujet de la discussion, je sais bien, hein, mais la France, et ce sera très difficile pour les Français, la France devrait se reconvertir à un régime parlementaire qui aurait bien des effets positifs sur ces défauts qui sont des défauts qui vont menacer l'existence du pays s'ils ne sont pas réparés. Alors voilà, je ne sais pas si ce sont des expériences en tout point comparables au Brésil et en France, mais la démocratie est une chose, la démocratie présidentielle en est une autre. Merci beaucoup. Je voulais amener quelques questions du public et après, Octavio de Barros et Tatiana pourront faire une autre question, d'accord? On a plus ou moins 40 minutes, donc je voulais donner un peu d'espace au public aussi. Donc, on a une question ici de Marcos Pestana, qui était député au Parlement brésilien et qui a parlé un petit peu de tout ça que vous avez déjà parlé maintenant, mais je vais poser la question de Marcos Pestana. La France a une série de réformes à entreprendre pour ajuster son État-providence aux questions de fiscalité et aussi de l'ouverture extérieure, non? La compétitivité de l'économie française. Mais les tentatives de Macron de faire ces réformes n'étaient pas un succès. Comment réformer vers une perspective européenne et dans un environnement démocratique? Comment faire face à la haine de la démocratie et ses difficultés à gérer les conflits distributifs et d'intérêts? On a aussi deux questions sur Marine Le Pen. La première, c'est, y a-t-il des points positifs d'une éventuelle élection de Marine Le Pen? Quelles sont les manifestations et l'attitude de Le Pen vers les sanctions occidentales et de l'Union européenne contre la Russie? Concernant la première question, alors je suis assez sceptique sur la possibilité de réaliser en France les réformes nécessaires dans l'intérêt général, telles qu'elles ont été parfaitement résumées par la question qui a été posée. Et je remercie la personne qui l'a posée. Je suis sceptique parce que il est possible, après une élection présidentielle, il est possible d'admettre la victoire de votre adversaire et de travailler avec lui à une forme de compromis. Ce n'est pas facile, c'est possible, mais ça suppose une proximité minimale à l'intérieur d'un cercle politique, une pluralité, un pluralisme, une opposition, mais limitée. Maintenant, ça fait la deuxième élection présidentielle où, à la fin, celui qui gagne ne peut pas se réconcilier avec celui qui perd. Parce que
c'est un candidat modéré, Emmanuel Macron, qui est opposé à la représentante du populisme de droite en France. Et à la fin de l'élection, il n'est pas possible de dire bravo et maintenant discutons de ce que nous pouvons faire pour vous aider, même si on va être dans l'opposition, on peut accepter tel ou tel effort, etc. Ce sont des adversaires irréconciliables pendant 5 ans. Et inévitablement, pendant les 5 ans, l'équipe qui a gagné devient moins populaire. Et c'est embêtant parce que c'est l'équipe qui proposait la réforme rationnelle, raisonnable. Et donc, je suis désolé de faire cette réponse, désolé pour mon pays de faire cette réponse, mais ma thèse, c'est que la France n'acceptera aucune réforme qui ne lui sera pas imposée par la crise historique. Je crois que malheureusement, je suis triste de dire ça parce que c'est mon pays, je crois que malheureusement, la France a un rapport au changement qui ne passe pas par la réforme, mais par la rupture. Et que nous ne savons pas faire autrement, nous ne savons pas anticiper, nous ne savons pas construire un consensus avant que le problème arrive, l'éviter, l'anticiper. Nous allons jusqu'au bout, nous aimons le vertige, nous aimons le précipice, et je dirais que nous l'avons vécu pendant les guerres de religion, la Révolution française, 1848, la Commune de Paris, 1940 et même 1968 avec une intensité différente, mais tout de même on pourrait citer cet exemple. Et nous ne savons pas faire autrement, nous n'avons pas cette qualité en raison d'une culture politique sans doute trop attachée à l'idée de souveraineté étatique et monarchique. Donc c'est une épreuve qui nous attend. Et en ce qui concerne Marine Le Pen, excellente question. Je lisais, avant notre échange, je lisais un article de CNN qui expliquait, avec raison, que Marine Le Pen exprimait son hostilité aux sanctions concernant le pétrole et le gaz contre la Russie. Et que son argument était de dire « je ne suis pas contre les sanctions contre la Russie, mais pas sur le pétrole et le gaz, parce que cela toucherait le pouvoir d'achat des Français. » Et donc, l'argument consiste à passer par la défense du pouvoir d'achat des Français pour justifier une position que je qualifierais respectueusement, mais certainement de pro-russe. Et il est certain qu'il existe des liens étroits entre le parti de Poutine, Russie unie, et le Front national devenu Rassemblement national, qu'il y a des liens importants. Ce n'est pas le seul parti en Europe avec lequel Russie unie a des liens importants. Et Marine Le Pen est manifestement, comme Éric Zemmour, comme Jean-Luc Mélenchon, sont 3 candidats, c'est quand même beaucoup, hein, importants, 3 candidats qui, à eux 3, dépassent les 50%, 3 candidats qui sont Poutino-compatibles. Poutino-compatibles. Et qui, de ce point de vue-là, pose une question fondamentale en cas d'élection, puisque je vois que la question a circulé aussi, mais en cas d'élection, une question fondamentale de stabilité de la politique de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que puissance nucléaire et dans le concert des nations européennes et occidentales. Si bien que j'ai tendance à considérer que l'élection du 24 avril 2022, l'élection française du 24 avril 2022, est un événement géopolitique.
Professeur, quand vous parlez d'une rupture, non, peut-on imaginer que cette rupture serait exactement l'élection de l'extrême droite? Et voici la question de Lucio Sá que j'ai déjà amenée ici. Y a-t-il des points positifs d'une éventuelle élection de Marine Le Pen? Excellente question aussi, je le dis très sincèrement et avec beaucoup de reconnaissance. Ce sont des questions ouvertes qui permettent de ne pas avoir une image caricaturale de la réalité. C'est vraiment très précieux. Il peut y avoir, on peut imaginer, au moins par un effort théorique, on peut imaginer un aspect positif à la victoire de Marine Le Pen, mais à condition que Marine Le Pen n'ait pas de majorité parlementaire. Il y aurait un aspect possiblement positif parce que, d'une part, les Français, en quelque sorte, en tout cas ceux qui voteraient pour elle, réaliseraient ce fantasme d'une présidence de rupture qui, sans majorité parlementaire, serait une sorte de comme un coup de feu avec des balles à blanc. Des balles qui ne sont pas chargées, au fond, qui claquent fort, mais qui ne menacent personne. Une façon presque symbolique de faire une sorte de révolution sans véritable coût, sans véritable contrepartie négative. Mais ça suppose que les Français ne lui donnent pas une majorité parlementaire, parce que si elle avait aussi une majorité parlementaire, je pense que nous aurions une situation insurrectionnelle et un problème d'état de droit. Il me semble qu'il y a une certaine cohérence à imaginer en cas de victoire de Marine Le Pen, une victoire de peu, une victoire avec un faible écart. Je pense que les Français ne lui donneraient pas une majorité pour contrebalancer la prise de risque. Parce qu'il ne faut pas, je me permets de rappeler, j'avais eu l'occasion de le dire dans les échanges au Brésil que j'ai pu avoir dans le cadre de votre fondation. On avait fait une réunion que j'avais trouvée passionnante, et avec notre étude en partenariat avec República do Amanhã, Démocratie sous tension, qui a été traduite en portugais brésilien, on avait pu mesurer, et on l'a encore mesuré dans l'étude qu'on a réalisée encore ensemble avec vous, República do Amanhã, dans la version de Liberté, le défi du siècle. On voit que en France, comme dans toute la zone euro, mais parlons de la France, la popularité de la monnaie européenne est considérable, même chez les électeurs de Marine Le Pen, même chez les électeurs de Mélenchon. 70% des électeurs de Marine Le Pen ne veulent pas que la France quitte l'euro, parce que l'euro les rassure beaucoup plus que le franc. 85% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas que la France quitte l'euro. L'euro, c'est la ceinture de sécurité de la France. Et donc, je ne sais pas si les Français ont envie de dire qu'ils sont en colère, et par exemple, ils peuvent voter pour Marine Le Pen présidente, ou si ils ont envie de renverser vraiment le pays, et à ce moment-là, ils lui donneraient aussi une majorité parlementaire. C'est ce point-là qui me paraît définir, je dirais, la limite pour l'aspect positif. Maintenant, en cas d'élection de Marine Le Pen, qui peut être un accident électoral, j'insiste, ça peut être un résultat non voulu par les électeurs, parce que nous n'avons pas, comme chez vous, le vote obligatoire. Je ne sais pas s'il a une efficacité, mais l'abstention en France a été importante au premier tour de la présidentielle, plus de 26%, c'est important. C'est le deuxième record depuis 1965. Les électeurs qui s'abstiennent ne savent pas, ou pas toujours, pas assez, qu'en s'abstenant, ils fabriquent un résultat. Et donc, il peut y avoir une élection de Marine Le Pen que les Français n'ont pas voulu. Mais en cas d'élection de Marine Le Pen, je pense que nous aurions une situation de trouble d'ordre public, peut-être même d'émeute, peut-être de grève générale. C'est sans doute une situation qui serait compliquée à gérer.
Parfait. Plus une question du journaliste Roberto Lameirinhas, du Valor Econômico. Y a-t-il un parallèle avec à la fois des affinités, des divergences entre la montée du populisme en France et celle observée en Hongrie avec Orbán? Il y a des points communs, des parallèles, des liens aussi, puisque Marine Le Pen a été reçue de manière très appuyée, très ostentatoire, démonstrative par Viktor Orban à plusieurs reprises, et notamment récemment dans le cadre de l'élection présidentielle française. Viktor Orban a reçu Éric Zemmour, mais d'une façon beaucoup moins prestigieuse, beaucoup moins ostentatoire. Il a bien marqué sa préférence pour Marine Le Pen. Et avec Orban, Kaczynski, c'est moins vrai maintenant parce que Kaczynski et la Pologne ont une relation dramatiquement compliquée avec la Russie depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Mais Orban, qui, comme vous le savez sans doute, ne soutient pas la cause ukrainienne, pour Orban et Marine Le Pen, il y a certainement une affinité profonde. Cette affinité, elle repose sur une référence qui est celle du souverainisme démocratique, entre guillemets, une référence d'ailleurs qui est commune avec le parti Russie unie de Poutine. C'est un souverainisme théorisé par Vladislav Surkov, dont j'ai appris qu'il avait été arrêté hier ou aujourd'hui en Russie. Et c'est l'idée que, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, mais qui a été formalisée ainsi, c'est l'idée que lorsque le peuple désigne majoritairement un pouvoir, ce pouvoir ne peut pas être limité. Et que donc deviennent illégitimes les magistrats qui s'y opposent, les journalistes qui le contestent et les partis minoritaires qui voudraient empêcher cette majorité de réaliser l'entièreté de son programme. C'est la démocratie dite illibérale dans laquelle officiellement Orban s'est reconnu, pas Marine Le Pen. C'est au fond, c'est bizarre comme phrase, démocratie illibérale. On ne voit pas comment une démocratie peut vivre sans la liberté. Donc, c'est une sorte de formule bizarre que moi, je trouve presque un non-sens. Mais il y a à l'intérieur une idée qu'on peut décrire en tout cas, c'est l'idée d'une démocratie qui ne veut plus limiter le pouvoir supposé du peuple par le respect des règles de l'état de droit, comme la protection des minorités, l'indépendance de la magistrature et de la presse, une règle électorale juste qui permet à la majorité, qui permet à l'opposition de gagner. En Hongrie, les règles électorales rendent très difficile la victoire de la minorité. Et la Commission de Venise, qui surveille les modes de scrutin européens, a condamné le mode de scrutin hongrois. Et dans le programme du Rassemblement national, il y a une modification, notamment de la loi électorale. Donc, je pense qu'on est dans ce type, on est face à ce type de projet commun à un univers de droite qui se trouve en lien, en écho, en résonance entre l'Europe centrale et orientale, la France pour Rassemblement national. On trouve d'autres partis comme Alternative für Deutschland, Fratelli d'Italia, Vox en Espagne, enfin bref, toute une série de formations qui cherchent dans cette théorie à justifier leur conception de l'élection et de la victoire éventuelle de leur parti à l'élection. Très bien. On a encore plus ou moins 20 minutes. Donc, Octavio de Barros. D'accord, finalement. Donc, Dominique, on a quand même beaucoup de choses à parler, mais on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. De toute manière, j'ai bien compris que la France, c'est le pays de révolution, pas le pays de réforme.
Mais je pense quand même qu'il y a de réformes importantes qui ont été faites au long des années. On ne peut pas négliger ça. Et même, il faut reconnaître un peu du courage de Emmanuel Macron avant le premier tour de parler de réforme de la Sécu. Il insiste dans la réforme de la sécurité sociale, régime de retraite, mieux. Donc, c'est quelque chose quand même pas normal. Un candidat, avant le premier tour, parler une semaine avant, 10 jours avant, insister sur une réforme de la sécurité sociale. Donc, il a quand même un peu du courage. En même temps, il y a d'autres questions que je voudrais savoir ton opinion, parce que j'ai bien lu la simulation que vous avez faite de deuxième tour, avec quelques hypothèses en proposant que Macron pourrait avoir 54-46, donc en moyenne. Je pense que c'est très intuitif. Je pense que Macron va gagner les élections. Je ne pense pas que ça va être très serré, mais il y a ce scénario basique. Je pense que la plupart des analystes considèrent cette hypothèse. Mais en même temps, il y a une autre question très importante, parce que d'ici à 2 mois, le 12 et le 19 juin, on aura les élections législatives. Donc, une fois Macron élu, comment tu vois le résultat des législatives? Mon intuition, c'est que Macron n'aura pas la majorité comme il a eu dans l'élection précédente, mais il ne va pas être très loin d'une majorité, donc avec quelques supports d'autres partis. Comment tu vois ça, et comment tu vois aussi le remplacement de France Insoumise en remplaçant le Parti socialiste? J'ai lu ce matin quelques articles en proposant que la France Insoumise va avoir le double de députés que le Parti socialiste dans les prochaines législatives. Comment tu vois ça? Donc après, j'ai une autre question, mais si tu peux répondre d'une manière plus rapide, parce qu'on puisse encore avoir une question de Tatiane et une autre que je vais te proposer. Merci, Dominique. Très bien. Alors, il y a quand même 5 questions, hein. Donc, je vais faire une remarque. Je crois qu'il faut souligner le courage des réformes d'Emmanuel Macron. Le problème est du côté plutôt des Français, qui sont compliqués, qui réagissent durement. Sur la réforme des retraites, c'est un point clé, parce qu'Emmanuel Macron, avant le premier tour, a annoncé une réforme, à mon avis, en tant que citoyen nécessaire des retraites. C'est ce qui lui a permis de convaincre un électorat de droite modéré. C'est une des raisons pour lesquelles Valérie Pécresse a fait un si mauvais score. Mais entre les 2 tours, il est en train de l'abandonner, parce qu'il veut retrouver les électeurs de Mélenchon. Et c'est compliqué, je comprends sa difficulté, mais il ne faudrait pas que, voulant retrouver les électeurs de Mélenchon et prenant le risque de décevoir les électeurs de la droite modérée, il n'arrive pas à convaincre les électeurs de Mélenchon tout en décourageant ceux de la droite modérée, qui seraient exaspérés par son instabilité, parce que ça, c'est la formule pour l'élection de Marine Le Pen. Donc, c'est un peu compliqué de voir en ce moment qu'il essaye de montrer qu'il n'est pas si décidé que ça à réformer les retraites. Ça sera un sujet clé. La victoire... Dominique, il parle maintenant du plébiscite, pas de réforme. Oui, mais si on fait un référendum sur cette réforme, mon cher ami, la réponse sera non. La réponse sera non. Et on verra l'équivalent de la France insoumise, 22%, l'équivalent du RN, 24%, l'équivalent de Zemmour, 7%, du PC, 3%, du Parti socialiste qui est contre. Tout ça votera contre, et ce sera
un non majoritaire, à n'en pas douter. Sur la victoire d'Emmanuel Macron en 2022, le 24 avril, je suis devant, je suis sûr, je n'ai que des amis dans l'assistance, même si je ne connais pas tout le monde, et donc je peux prendre le risque de faire un pari qui restera secret si je me trompe. Mon anticipation, elle est plutôt de penser qu'Emmanuel Macron va gagner, avec un argument que j'ai déjà donné, qui est l'attachement à l'euro. Je ne sais pas, je sais bien que les Français ont un peu une spécialité qui est la colère dans un pays très riche, malgré tout, et je ne vois pas, quand je considère le taux d'épargne en France, la quantité de l'argent épargné, je ne sais pas si les Français vont accepter de risquer la valeur de leur épargne en élisant une présidente qui aurait deux effets, un sûr, immédiat, un autre plus lent et moins sûr. L'effet immédiat, c'est la remontée, la hausse des taux d'intérêt qui mettrait le pays dans une situation extrêmement difficile. Et l'effet plus lent et incertain, c'est la fragilisation de la position française dans la zone euro. Je ne sais pas si les Français sont prêts à jouer leur épargne dans cette élection. J'ai tendance à penser que non. Donc, c'est un argument fondamental qui repose sur une idée non pas philosophique, la défense de la République, mais pragmatique, la défense de mon intérêt matériel. Puisque vous parlez merveilleusement le français, et je vous remercie de me permettre de m'exprimer en français de tout cœur, je peux vous le dire comme ça, je ne crois plus au front républicain, je crois au front monétaire. Là, par contre, c'est solide et c'est l'intérêt de chacun. La victoire aux législatives dépend de l'importance, dépend de l'écart à la présidentielle. Si l'élection est gagnée par Emmanuel Macron de manière extrêmement serrée, de justesse, de peu, alors il n'est pas sûr d'avoir la majorité législative. Je crois que plus l'écart sera important, plus il aura l'assurance d'obtenir une majorité. Mais de toute façon, et j'ajoute ce point, de toute façon, comme vous le savez tous, j'imagine, nous avons eu en France une révision constitutionnelle, à mon avis, une mauvaise idée, mais nous en avons souvent. Les Français ont des idées, mais parfois, et même assez souvent, ce sont des idées mauvaises, surtout en matière constitutionnelle. Nous avons, depuis 2008, une révision qui interdit à un président de se présenter 3 fois, d'être élu 3 fois. Et donc, si Emmanuel Macron est réélu, il ne peut plus se présenter à l'élection suivante, ce qui veut dire que dès qu'il est élu, la bataille commence pour savoir qui sera la personnalité récupérant le macronisme. Et je crois que ça va être un facteur qui complexifiera, ça c'est de la politique classique, je ne vois rien de dramatique là-dedans, mais ça peut compliquer le jeu en cas de victoire serrée. Et enfin, sur la France insoumise remplaçant le PS, on pourrait dire, ajouter, mais je suis sûr que tu avais ça en tête, Eduardo, on peut ajouter le Rassemblement national remplaçant les LR, hein, parce que c'est la même chose. C'est possible, c'est possible. C'est possible et ce n'est pas sûr. C'est possible parce que le PS et les LR, pour la deuxième fois, se sont trouvés éliminés, et là maintenant dans des conditions terribles, extrêmement dures de l'élection présidentielle. Donc c'est une possibilité. Je pense que ça finira par se produire si ces partis-là ne se redressent pas. C'est pas sûr parce que le PS et les LR, comme tout à l'heure je l'ai dit, possèdent beaucoup de villes, de départements et de régions, c'est-à-dire l'ancrage local qui permet d'être élu député. Et donc,
ce sera probablement une limite, même si sans doute il y aura beaucoup de députés RN, s'il y a un accord avec le parti de Zemmour, Reconquête, ce sera plus fort encore, beaucoup de députés RN et sans doute davantage de députés LFI qu'aujourd'hui. Parfait. Donc, Tatiana Hockey, la prochaine question. Oui. Bon, j'aimerais poser une question sur la confiance dans la science, qui bon, c'est une question qui m'est particulièrement chère. Ça peut sembler un peu secondaire, mais je pense que ça a à voir avec la confiance dans les institutions dont on parlait tout à l'heure. Et parce que normalement, on associe la force des mouvements anti-vax, par exemple, à un manque de confiance dans la science, au moins ici. Et on est quand même très surpris de voir la force de ces mouvements en France, un pays qui n'est pas seulement un pays éclairé, mais qu'on associe même au berceau de l'éclaircissement. Donc, comment on explique la force des mouvements anti-vax en France? C'est vraiment une question qui m'intrigue beaucoup. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Ouais, c'est une question importante et difficile aussi. Je pense que c'est... enfin, je donne des éléments. Je ne donne pas la réponse, parce que je ne peux pas dire que je connais la réponse. Mais c'est une combinaison de facteurs et ça s'est passé sur une moyenne durée. Je pense que c'est quelque chose qui s'est produit au cours d'un quart de siècle, avec une sorte de prolongement ou d'extension de la critique des élites, qui a attrapé au passage la critique des experts, la critique du savoir. Et les gens qui savent sont soupçonnés d'être payés, d'avoir des intérêts économiques, de dire des choses qui ne sont pas des vérités absolues. Ça fait partie des causes. Il y a aussi, ça c'est tout à fait important, une baisse du niveau de la formation scientifique à l'école. Ça c'est très important. Moins d'heures de mathématiques, moins d'heures dans le domaine des sciences de la vie, de la physique, plus d'heures consacrées à des problèmes sociaux, à des questions de société, mais bon, voilà, des problèmes qui sont réels, etc. Mais un choix au détriment de la science. Il y a aussi en France, comme vous le savez, une tradition philosophique qui s'est manifestée avec force à partir des années 60 dans le sillage 60-70 de Michel Foucault, de Deleuze, puis de Jean-François Lyotard, avec Derrida, qui sont de grands esprits, hein, mais qui ont pensé la déconstruction et qui, d'une certaine manière, ont introduit jusque dans les élites, l'idée que le savoir est relatif, que les vérités sont relatives. Ça, c'est un peu l'héritage, une sorte d'interprétation, je dirais, d'importation plutôt de la philosophie de Nietzsche dans les sciences. Ça a marqué beaucoup en France. Et ça a marqué beaucoup parce que ça a touché, dans le domaine des sciences sociales, par exemple, c'est devenu une sorte de vulgate au sein des élites des sciences sociales. C'est passé par la culture générale. On retrouve ça dans le secondaire, dans les programmes de culture générale. Et puis, il y a aussi, troisième facteur, il y a aussi le poids qui n'est pas propre à la France, hein, mais qui a été qui est venu en appui en France, hein, le rôle majeur des réseaux sociaux, bien sûr, hein, qui se sont mis à faire disparaître, au fond, la hiérarchie entre des savoirs documentés et des savoirs improvisés,
entre des savoirs professionnels, des savoirs amateurs, et au nom de l'égalité de la prise de parole, on a contesté la hiérarchie reposant sur la compétence. C'est un sujet compliqué parce que c'est vrai que la question se pose objectivement, mais elle a été largement utilisée en ces termes. Et puis, il y a encore un autre élément, il y en aurait d'autres, je ne pourrais pas tous les citer parce qu'ils ne me viennent pas tous à l'esprit. Il y a un autre élément qui est peut-être pas propre à la France, mais qui est fort en France. C'est, je vais le dire comme ça, un anticapitalisme qui a, pendant la crise sanitaire, ce n'est pas le seul fait en France, mais ça a été très important, c'est l'idée qu'il n'est pas possible de gagner, d'être une entreprise qui a une activité liée à la lutte contre la pandémie. Que c'est immoral, qu'une entreprise ne peut pas faire des profits lorsqu'elle aide à combattre une pandémie, que les grands laboratoires pharmaceutiques ne sont pas légitimes à faire des profits en inventant des vaccins contre la pandémie. Et que même, c'est allé jusque-là, on peut les soupçonner d'avoir inventé les virus qui leur permettent ensuite d'inventer les vaccins ou d'écouler les vaccins qu'ils ont produits. Cette suspicion, ce soupçon qui a à voir avec le complotisme paranoïaque est aussi une expression de l'anticapitalisme qui a une caractéristique, c'est de réunir une partie des classes intellectuelles, c'est étrange, mais c'est comme ça, des classes intellectuelles qui le formalisent de manière plus élaborée et des classes populaires qui le pensent en termes plus sommaires, plus rudes, mais qui se retrouvent dans cette représentation de capitalistes sans foi ni loi, qui n'hésitent pas à faire de l'argent sur le dos des malades ou de la sécurité sociale. C'est une combinaison. Il y a d'autres raisons, je pense, mais il y a celle-là notamment. Professeur Renier, est-ce qu'on peut rester 10 minutes, plus de minutes, parce que Octave de Barros a une autre question. Et oui aussi, je crois que ça serait important d'avoir un peu plus de temps. C'est possible? D'accord. Donc, Oui. Octavio. D'accord. Dominique, excellente la réponse que tu as donnée à Tatiana Hock. Elle est spécialiste dans ce domaine de la science comme elle est perçue dans la société. Mais la question que je te pose, en fait, je connais bien la France depuis presque que je suis né, donc ça fait quand même quelques décennies. Et je pense que le Français, c'est le peuple le plus politisé du monde, de loin, en même temps très corporatiste dans sa décision des votes. Mais paradoxalement, on voit l'abstention croissante en France, et même, c'est pas uniquement en France, mais il y a un sentiment grandissant que la politique ne va pas changer, que tous les politiciens sont plus ou moins le même. Il y a cette perception généralisée, anti-politique, anti-système, comme tu disais tout à l'heure. Mais dimanche, j'étais ici, je suis ici à Paris. Il était 15 heures, j'étais dans un restaurant, il y avait une serveuse très sympa, une trentaine d'années. Et je demandais à la serveuse, et alors, vous avez déjà voté? Et elle m'a répondu, non, je ne vote pas. Mais pourquoi vous votez? Et elle m'a dit une chose que j'ai même notée sur la serviette. Elle a dit comme ça, le chef d'orchestre change, mais la musique est toujours exactement la même. Et j'ai essayé de faire valoir que les choses ne sont pas tout à fait comme ça, que les choses peuvent changer quand même. Et elle m'a dit, j'ai noté aussi, peut-être la manière d'interpréter la musique est un peu différente, mais la musique jouée restera la même. Donc, ce type d'opinion, je pense que c'est très intéressante. Il y a un désenchantement à l'égard de la démocratie. Tu connais bien le thème, on a travaillé ensemble, j'ai travaillé avec toi un peu ensemble. Et j'ai l'impression que
on va arriver à un moment où la musique va être obligatoirement une autre. Il faut changer la musique parce qu'il ne faut pas uniquement changer le chef d'orchestre. Mais il y a le problème, c'est que l'extrême droite, elle a déjà changé la musique. C'est ça le grand problème. C'est une musique xénophobe, raciste, voilà. Ça ouvre un peu ce climat anti-système, anti-politique, anti-post-démocratie. Donc, ça joue en faveur de l'extrême droite. Et on voit partout dans le monde, pas uniquement en France, même dans des pays, la France est un pays très solide d'une manière, point de vue institutionnel, mais dans des pays moins mûrs politiquement, comme le Brésil et d'autres, je pense que ce phénomène, ce climat anti-système, que la politique c'est la même chose, ça ne va pas changer. Donc la question que je te pose est très directe. Quelle est la musique, Dominique, qu'il faut composer pour réenchanter la démocratie? C'est ça. C'est une question immense et y répondre serait prétentieux. Mais probablement, je vais faire une réponse à propos de la France, une réponse très française. La France a des problèmes d'organisation, des problèmes structurels, des problèmes de réforme de l'État, des problèmes de déficit budgétaire, peut-être aussi des problèmes de politique sociale avec des déséquilibres, etc. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus fondamental, et ce n'est pas simple de le réparer, mais ça reste possible. La France ne parvient pas à faire son deuil de la puissance. Et les Français sont malheureux, un peu déprimés et en colère, parce qu'ils accusent un peu inconsciemment leurs gouvernants de n'être pas capables de réinscrire le pays dans une histoire de puissance. Et je ne crois pas que, c'est assez bizarre, mais c'est un défaut français. Les Français sont souvent très orgueilleux, se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Enfin, mais il y a un fond qui est intéressant quand même. Il y a un fond qui est l'idée de contribuer à un discours dans le monde, de contribuer à une discussion avec l'universel. Et ça, au fond, ils ne le ressentent plus. Assez paradoxalement, je crois qu'on y a renoncé collectivement, et les politiques qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas travaillé, moi ça me frappe beaucoup, croient que ce qu'on leur demande, c'est d'améliorer la gestion quotidienne. On leur demande bien sûr aussi de faire bien les choses, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'élément clé. Je crois que l'élément clé, il est de renouer avec la puissance. Et quand je dis renouer avec la puissance mythique même, parce que la puissance n'est pas vraiment de ce monde, la vraie puissance, mais enfin, c'est cette idée d'une France qui compte, d'une France qui agit dans des domaines importants. Et voyez, par exemple, on était une grande nation nucléaire, on a reculé là-dessus. On était une grande nation scientifique, on en parlait avec Tatiana, on a reculé là-dessus. On a même peur de la science. Et en même temps, on est malheureux parce que la science était la gloire, Pasteur, etc. Donc, on était une grande nation agricole et on se met à reculer parce qu'on ne veut plus, on veut protéger, moins de pesticides, etc. Et ça, on le comprend.
Mais ce ne sont pas des rêves ce sont pas des rêves de grandeur, ce ne sont pas des rêves de puissance, ce sont des rêves de précaution. On ne peut pas rêver de précaution. Ce n'est pas possible, c'est contradictoire. On a fait rentrer depuis Chirac le principe de précaution dans la Constitution. Je ne crois pas qu'un pays puisse vivre dans la précaution. Et en particulier, je ne crois pas la France. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, si tu veux, c'est que la grandeur, elle peut être glorieuse, elle peut être tragique. Et peut-être que la France cherche à compenser dans des crises historiques qu'elle provoquerait un manque d'éclat qu'il n'y a plus dans la recherche de puissance. Et je vois bien comment les militaires, je termine là-dessus ma réponse à la question difficile que tu poses, Octavio, mais je vois bien comment les militaires français qui meurent au combat, puisque la France, depuis 1962, est en guerre toujours quelque part dans le monde, par ses opérations extérieures, qui peut-être vont prendre fin avec le Mali. Je vois bien comment les soldats qui meurent au combat pour la France suscitent dans le pays une émotion, une solidarité, une admiration et la présence, par exemple, de la foule à Paris, aux Invalides, lorsque l'on va rendre hommage aux Français morts sous le drapeau, on retrouve là une sorte de ferveur qui n'existe plus nulle part ailleurs, dans aucun domaine aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose qui a été un peu abandonné par les politiques. Ce sont des gestionnaires, des nouvelles générations, ils n'ont jamais connu vraiment les crises historiques, ce sont des gestionnaires, ils sont issus de générations qui n'ont pas connu de crise historique, et ils ont le sentiment que ce que demande un peuple, c'est une gestion des avantages matériels. Voilà. Et je crois que ça ne suffit pas quand on est passionné par la politique, comme tu l'as dit. Et donc, il faudrait que à la quête de sens, les politiques proposent des projets enthousiasmants, ce qui n'est pas le cas. Professeur Régnier, avant qu'on finisse ces rencontres, je crois que c'est important d'avoir un bref commentaire sur l'impact de l'élection sur la position de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie et la guerre en Ukraine. Je dirais que, évidemment, la réélection d'Emmanuel Macron constituerait un renforcement de la solidarité européenne et de l'Atlantique, de l'Alliance atlantique, dans l'opposition non seulement à l'invasion, mais au crime de guerre perpétré par Vladimir Poutine, puisque la France a une position qui est actuellement clairement exprimée, même si, alors, dans le détail, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. On n'aura pas le temps, mais dans le détail, il y aurait beaucoup de choses à dire, comme sur la position de l'Allemagne. La France, moins que l'Allemagne, mais quand même aussi pas mal, a besoin de gaz, a besoin de pétrole. C'est terrible de mettre comme ça dans la balance des vies humaines et le gaz et le pétrole. Nous sommes moins dépendants grâce au nucléaire que nos amis allemands, mais nous sommes quand même dépendants pour partie. Alors, encore une fois, beaucoup moins. Et donc, la contrainte, on la ressent, même si on ne la ressent pas aussi fortement que les Allemands, les Autrichiens et d'autres. Mais je crois que fondamentalement, la politique demeurerait la même, à une réserve quand même. Il y a un sujet important, qui est celle des effets des sanctions sur les prix, non seulement du carburant, mais du chauffage et de l'alimentation. Et les Européens ont pris de mauvaises décisions depuis quelques années, ont été très, très irresponsables dans le domaine de l'énergie, en privilégiant la dépendance au gaz, en ne soutenant pas le nucléaire, en proposant de développer l'éolien et le solaire qui ne permettent pas, par l'intermittence, de répondre aux besoins, et en mettant en place un programme
From Farm to Fork, un programme agricole qui réduit sensiblement la productivité de l'agriculture européenne et même l'espace agricole européen utile. D'ailleurs, aujourd'hui, les Européens, un peu en catastrophe, essayent de modifier cette trajectoire, mais elle a été décidée l'année dernière avec beaucoup d'argent. Donc là, ça peut avoir des conséquences sur le prix, des conséquences durables, et si les prix augmentent trop ou trop longtemps, je ne sais pas quelle démocratie européenne va résister. Ça, c'est quand même une question fondamentale. Je n'en dis pas plus parce que c'est évident, mais c'est un grand sujet. Maintenant, si Marine Le Pen est élue, il y aura une pièce dans le jeu, une pièce importante dans le jeu de Vladimir Poutine. Mais je ne peux pas sous-estimer la réalité. Et là, peut-être que la France, étant endettée, cela devient un avantage et non plus un inconvénient, puisque la France endettée, Marine Le Pen, je pense, se verra contrainte de modifier sa position sous peine de ne pas trouver un refinancement de la dette. Et là, ça me paraît être impossible d'ignorer la contrainte de la dette. Et je ne vois pas la Russie, qui vient de faire défaut, si je ne me trompe pas, sur sa dette extérieure, je ne vois pas la Russie se substituer à Bruxelles pour aider la France à trouver des fonds sur les marchés financiers internationaux. Donc, la dette, qui est une catastrophe pour la France, pourrait tout d'un coup devenir un avantage parce qu'elle lierait, elle contraindrait Marine Le Pen à accepter les conditions du refinancement de la dette, conditions dans lesquelles il y aurait certainement des conditions politiques et diplomatiques qui neutraliseraient une partie, en tout cas, de ces effets négatifs dans les discussions avec Vladimir Poutine. Parfait. Professeur Renier, je pense que c'était très intéressant. Pardon, Octavio. Allez, encore, donc, 3 minutes. Dominique, avant tes commentaires finaux, il faut quand même mentionner une recherche qui vient d'apparaître de Ipsos en disant que les jeunes sont justement ceux qui se sont abstenus pendant les élections. Donc, 42% de jeunes entre 18 et 24 ans ne sont pas allés voter et 46% entre 25 et 34 ans. Donc, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, ces manques d'intérêt de la jeunesse par la politique. Dans vos commentaires finaux, si vous pouvez, tu peux faire quelques mentions à ça et aussi répondre à une question très simple. Les modèles social-démocrates ne peuvent plus faire face à la complexité du monde. Merci, Dominique. Alors là, Eduardo, je ne pourrais pas, parce qu'on m'avait dit 16h, 17h. Et il est 17h45. Malheureusement. Je ne pourrais pas répondre à ces questions passionnantes. Et je voudrais juste dire à Tatiana, j'aurais aimé discuter avec vous davantage de cette question des antivax. Et j'aurais aimé savoir quelle était votre réaction à mes propos. On n'a pas eu vraiment un échange, ce n'était pas l'objet, mais je serais heureux de pouvoir partager avec vous. On a fait des études là-dessus qui peuvent vous intéresser. Bien. On peut en faire un autre débat là-dessus. Oui, voilà. En tout cas, je vous le dis parce que j'ai bien le sentiment d'avoir réagi, mais ne pas avoir répondu à des questions difficiles. Et voilà, je serais heureux. Non, c'est normal. Il y avait plusieurs questions, mais on en reviendra. Voilà. Professeur Renier, je vous remercie pour votre temps. C'était très intéressant. Je voudrais aussi dire merci beaucoup à Octavio de Barros et Tatiana Roque, à la Chambre de commerce et à notre traducteur qui a fait un bon travail ici. Merci beaucoup. Merci. Merci Octavio, merci Dorlo. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Au revoir, merci. Ciao. Au revoir.